Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir UL à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Alexis Denis. Je travaille au bureau de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Alors, de 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposeront un thème qu'ils ou elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les goûts, que ce soit les plantes médicinales, le système immunitaire, les virus et bien autres encore. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Si vous avez des questions, on va essayer de les garder pour la fin. Alors, vous pouvez certainement poser vos questions dans l'option chat ou converser à la fin de la présentation et notre invité, ça lui ferait plaisir de répondre à vos questions lorsqu'elle a fini de présenter. Nous aimerions reconnaître le traité de Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations de Tikamek-Shing en Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle des Premières Nations de Wahnapitae. Alors, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et dans quelle année vous êtes. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas d'allumer votre caméra, mais gardez en tête que le webinaire est enregistré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter professeure Mélanie Perron. Madame Perron est professeure agrégée au département de psychologie à l'Université Laurentienne. Elle s'intéresse aux expressions faciales et la compréhension des émotions chez les enfants et les adultes. Professeure Perron, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Alexis. Donc oui, j'enseigne la psychologie depuis 13 ans maintenant. Je conduis aussi un programme de recherche en psychologie qui porte particulièrement sur les émotions. Puis c'est pour cette raison-là aussi que j'ai choisi de vous parler d'un domaine de la psychologie qui traite des émotions et plus particulièrement du stress. Donc, c'est aujourd'hui, surtout dans le contexte de la pandémie qu'on est en train de vivre, le confinement, le déconfinement maintenant aussi. Donc, je pense que c'était un thème qui était intéressant d'aborder sur le plan de la psychologie humaine, comment on fait face à ce genre d'événements-là, nouveaux pour la plupart d'entre nous, donc à moins d'avoir déjà été exposé à une épidémie importante dans certains pays. Autre que ça, on est exposé, oui, à certaines épidémies de certains virus à chaque année, comme la grippe ou le rhume, des choses comme ça, mais un virus comme on le connaît aujourd'hui, donc la COVID-19, donc ça là, donc c'est nouveau pour la plupart d'entre nous et on a eu notre vie un peu beaucoup bouleversée par ce virus-là, par les changements qui ont été provoqués par des décisions du gouvernement. Donc ça m'a amené à penser justement à parler du stress dans ce genre d'événements-là. Chacun, on va le voir, on va parler de définition, on va parler de symptômes, puis de façon de gérer le stress. Mais donc, c'est important de reconnaître d'abord que cette situation-là a été vécue d'une façon très personnelle. Hein? Donc, chacun a vécu la pandémie à sa façon et a eu des bouleversements particuliers. On va voir qu'est-ce qui est le dénominateur commun finalement à toutes ces situations-là personnelles, puis pourquoi le niveau de stress peut varier d'une personne à l'autre aussi. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais partager mon écran parce que j'ai préparé des diapositives pour agrémenter la présentation. Alors, si je partage mon écran, voilà. Alors, donc oui, c'est ça, les émotions et le stress durant la pandémie de la COVID-19. Et je commence par vous présenter un écran comme celui-ci, une image comme celle-ci que j'utilise dans mon cours de psychologie positive. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que ça l'évoque chez vous de voir une image comme celle-là d'un gros rocher en pleine route. Mais l'idée que j'essaie de véhiculer avec cette image
image-là, c'est l'idée d'un énorme obstacle dans notre vie, un obstacle qui, on va le voir là, dans les critères du stress, qui est complètement inattendu, qui est hors de notre contrôle, qui est difficile à contourner. Alors, en psychologie positive, donc ça, c'est une branche spécifique de la discipline où est-ce qu'on va s'intéresser aux caractéristiques personnelles des gens qui les aident à traverser différentes épreuves. Parce que dans le quotidien, chaque personne va être exposée à différents événements qui vont être interprétés d'une certaine façon, mais on se rend compte en étudiant les personnes sur le plan psychologique que certaines vont s'adapter mieux que d'autres. Puis on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes-là? Pas qu'ils vivent moins d'émotions négatives, moins de stress, mais c'est comme si elles avaient la capacité de s'adapter à ces épreuves-là de la vie. Donc, en psychologie positive, on va parler de résilience, hein, notre capacité à rebondir après des épreuves. Alors ça, c'est une notion qui est tout à fait appropriée d'aborder dans le contexte actuel. Donc, cette image-ci, hein, le gros rocher représente un peu la pandémie, puis tout ce qui vient avec aussi, tous les bouleversements que ça a occasionné dans nos vies. Alors, donc, ce qu'on va voir dans la présentation, c'est pourquoi un événement comme celui-là va nous stresser, comment reconnaître aussi les signes de stress. Et aussi, à la fin, on va parler de comment gérer son stress. Évidemment, bon, je vais en parler quelques minutes, là, mais c'est pas des stratégies toujours simples à appliquer, donc on pourrait en parler pendant des heures, là, mais donc je peux vous donner un petit aperçu. Puis justement, pourquoi la pandémie représente justement un peu cette espèce de gros rocher-là qui vient se mettre dans notre chemin? Parce que ça a occasionné beaucoup de changements en même temps dans différentes sphères de nos vies pour la plupart des gens, parce que oui, il y a la question du virus qui se répand, peut-être la peur de l'attraper, la peur pour notre santé, mais il y a aussi dans notre quotidien beaucoup d'aspects qui ont été modifiés. Donc, ne serait-ce que, bon, je pense qu'en ce qui nous concerne, notre vie scolaire a été très affectée. Hein? Donc, vous comme étudiant, puis moi aussi comme professeur, hein? Donc, du jour au lendemain, en presque 48 heures, il a fallu adapter nos cours en ligne. Puis, c'est la même chose pour vous, d'être obligé de suivre vos cours à distance. Alors ça a été quand même un choc, hein, de devoir faire ça, puis sans s'y attendre. On n'avait pas trop prévu ça. Donc, le confinement en tant que tel, hein, donc de s'isoler pour prévenir la propagation du virus, a fait en sorte que notre vie sociale a aussi été bouleversée. Hein. On ne peut plus voir nos amis comme on voulait, nos familles aussi. Donc, même en ce qui me concerne, ma famille est au Québec, donc je n'ai pas pu aller les voir là, depuis le début de la pandémie. Donc, oui, c'est des changements qui bouleversent nos vies. Hein? Si on avait des activités aussi à l'extérieur, on est habitué de pratiquer des sports. Certains aussi, de façon plus dramatique, ont perdu leur emploi. Alors, donc ça aussi, là, c'est vraiment des changements importants qui peuvent occasionner vraiment beaucoup de stress là, sur la vie familiale. L'organisation familiale aussi a été bouleversée. Hein? On n'est pas habitué d'être toute la journée ensemble dans la maison. C'est pas évident de travailler, s'occuper de jeunes enfants, pour vous d'étudier avec tous les membres de la famille dans la maison. Comment on s'organise? Comment on se réorganise en fait? Peut-être qu'à ce point-ci, vous vous êtes recréé une nouvelle routine, mais donc, si on se remet dans l'état d'esprit au début de la pandémie, hein, donc c'était quand même un gros choc, puis il a fallu réagir pour se réorganiser, en fait. Et toutes nos habitudes au quotidien ont été bouleversées. Donc, ce n'est pas surprenant si on regarde tous ces sphères-là de notre vie qui ont été affectées que pour plusieurs personnes,
la pandémie, puis le confinement, puis aujourd'hui le déconfinement représente quelque chose qui est stressant. Mais pourquoi c'est stressant? Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est le stress, de quoi on parle exactement, comment le reconnaître aussi. Hein? Donc, ce n'est pas nécessairement écrit dans notre front qu'on est stressé, puis même on peut être assez stressé sans nécessairement le reconnaître, sans nécessairement s'en rendre compte aussi, surtout quand c'est un stress qu'on ressent pendant une longue période. Donc, on s'habitue presque à fonctionner à un niveau élevé de stress. Et puis, donc, je vais terminer aussi avec des solutions, des stratégies qu'on peut utiliser pour s'aider. Alors, le stress, de quoi on parle? Le stress peut être abordé selon différentes perspectives en psychologie. Il y a des chercheurs qui s'intéressent au stress vraiment selon l'aspect biologique, donc comment notre corps réagit quand on est stressé. On va en parler de ça tantôt. Sur le plan psychologique, alors même si les gens peuvent être stressés pour différentes raisons, pour différentes situations, ce qu'on a ici à l'écran, c'est des dénominateurs communs au stress. Donc, peu importe la situation, lorsque cette situation-là, par exemple, fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'on a le contrôle. Alors, quand il se produit quelque chose et on n'a pas l'impression qu'on est en contrôle, ça peut nous stresser. Puis, ça peut nous stresser autant si c'est une situation qui menace notre intégrité physique que notre intégrité psychologique. Alors, je peux ne pas me sentir en contrôle si, par exemple, je suis dans la forêt et il y a un ours qui me court après. Hein? Donc, je peux ne pas avoir l'impression que j'ai le contrôle. Donc, parce que là, ma vie en entier est menacée. Mais je peux aussi me sentir que je n'ai pas le contrôle sur le plan psychologique quand, par exemple, je vais faire une présentation orale. Hein? Donc, je peux avoir différents sentiments qui me font sentir qui me font sentir que je n'ai pas le contrôle, donc je ne maîtrise pas bien la situation. Donc, ça aussi, ça peut me stresser. Donc, on va en parler tantôt. Il peut y avoir différents types de situations, mais comme ce qui les rend similaires, c'est le sentiment qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Une autre caractéristique des situations qui peut qui rend les situations stressantes aussi, c'est quand elles sont imprévisibles. Alors, on n'avait pas prévu qu'un virus comme ça viendrait envahir la planète au complet quand on est en train de célébrer durant le temps des fêtes. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que nos vies soient bouleversées comme ça. Donc, quand il y a une situation qui se présente qu'on n'avait pas prévue, alors oui, là, c'est une situation à grande échelle, mais ça peut être à plus petite échelle aussi. Hein? Donc, je planifie ma journée le matin, je planifie me rendre au travail en autobus. Bon, pour X raisons, l'autobus ne passe pas, je suis en retard. Donc, c'est une situation qui est imprévisible, donc susceptible de me causer du stress. Donc, je ne contrôle pas, c'était pas prévu. En plus, quand c'est nouveau, donc ici, je pense que la pandémie remplit bien ce critère-là parce que c'est quelque chose de nouveau dans nos vies. Donc, aussi d'être en confinement comme ça pendant des semaines et des mois. Alors, ça, on peut considérer que ça comme étant vraiment nouveau. Alors, toute situation nouvelle, qu'elle soit positive ou négative, ça peut causer du stress. Et quand notre ego est menacé aussi, quand on sent, par exemple, que, s'il y a un ours qui me court après, ma santé physique est en danger, ou quand je suis en entrevue ou dans une présentation orale, puis je me fais poser des questions, puis que les gens doutent de mes capacités, par exemple, alors je peux sentir que mon ego est menacé, puis j'aime pas ça. Donc, ça peut me stresser aussi. Donc, quand les situations dans lesquelles on se retrouve remplissent ces critères-là, peu importe c'est quoi la situation, donc c'est susceptible de nous causer du stress. Et c'est bien important ici, puis j'insiste beaucoup sur
ça quand j'enseigne des cours sur les émotions, c'est que ici, c'est la façon dont nous, on l'interprète. Parce qu'on peut prendre une même situation, par exemple une présentation orale, ça va être stressant pour un, mais pas nécessairement stressant pour une autre personne. Alors, qu'est-ce qui distingue ici les deux? C'est que dans un cas, la personne perçoit qu'elle n'a pas le contrôle et dans une autre situation, la personne peut percevoir qu'elle est en contrôle. Alors, ici, c'est vraiment, oui, ces caractéristiques-là, mais c'est inhérent à notre processus de pensée. Donc, comment nous, on interprète la situation. Et ici, hein, vous pourrez peut-être répondre en écrivant dans la fenêtre de conversation. Hein, si je vous pose la question, bon, les enfants, les adolescents et les personnes âgées de plus de 65 ans sont moins stressés que les adultes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Je vais quitter. Alors là, vous pouvez taper vos réponses dans la petite fenêtre à votre droite, si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux. OK. Vrai. Vrai. Ah, on peut peut-être avoir l'impression que les enfants, les adolescents, les personnes âgées sont moins stressés, peut-être parce que hein, les enfants sont occupés à jouer, ils ne se rendent pas compte de rien, hein, ou que, par exemple, aussi, je ne sais pas, bon, peut-être que bon, les personnes âgées sont plus sur le marché du travail, donc elles sont moins stressées que les autres. Hein? Là, je commence à avoir vos réponses, la moitié vrai, vrai, faux, faux. Alors, et si vous suivez un cours d'introduction à la psychologie, vous allez voir que dans un cours comme ça, quand moi je l'enseigne, j'aime ça, présenter hein, des idées qui circulent ou mettre à l'épreuve hein, des idées de ce qu'on appelle de la psychologie populaire. Alors, dans un cours de psychologie à l'université, on est dans une discipline scientifique, alors on apprend ce que c'est faire de la recherche scientifique en psychologie. Et le but des chercheurs, c'est de mettre à l'épreuve ces idées-là pour voir si effectivement, quand on les teste, c'est ça qui se produit. Alors ici, bon, je vois les opinions qui sont partagées. Alors, je vais revenir à ma présentation. OK. Pardon. En fait, ben, c'est faux. Donc, peut-être qu'on peut avoir cette impression-là que ces personnes-là sont moins stressées que les autres, mais à tout âge, en fait, on peut interpréter des situations comme étant incontrôlables, imprévisibles. Alors, comme je l'expliquais tantôt, ça dépend de comment on interprète. Les événements. Puis, si on se remet un petit peu dans l'exemple de la pandémie, bon, oui, les enfants, peut-être, ça leur a donné plus l'occasion de jouer, mais ça a bouleversé leur quotidien aussi, hein? Donc, d'être isolés de leurs amis, s'ils aimaient l'école, d'être privés. d'être en classe avec leurs enseignants, les amis, donc de ne pas pouvoir côtoyer d'autres enfants. Alors, on peut s'imaginer que dans leur petite tête, hein, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est incontrôlable, qui est imprévisible aussi. Ce n'est pas nécessairement ça qui était désiré. Même chose aussi pour les adolescents, pour les personnes âgées. Donc, il n'y a rien qui... dans les recherches sur le stress n'épargne pas de groupes en particulier dans la population. Ce qu'on remarque dans les recherches sur le stress, par contre, c'est qu'il y a des catégories de personnes hautement stressées. Puis parmi ces gens-là, on retrouve notamment les mamans monoparentales ou en couple, mais qui prennent soin d'enfants qui ont
ont certains handicaps, donc qui requièrent des soins vraiment importants au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une catégorie de personnes à haut niveau de stress. On a même remarqué que tellement leur niveau de stress était élevé que ça accélérait le processus de vieillissement. Puis on a même remarqué certains changements dans l'extrémité de leurs chromosomes. Alors vraiment, là, comme on va le voir tantôt, les effets du stress sont réels et puis vont se manifester de différentes façons, puis même parfois de façon très sévère. Alors, donc ici, les recherches montrent que c'est ça, le stress n'épargne pas aucune tranche d'âge en particulier, puis qu'il y a même certaines personnes qui sont assez stressées même. Il y a un monsieur qui a proposé ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation au stress. Même si le stress peut avoir une connotation peut-être un petit peu négative, donc on est stressé, c'est pas bon pour la santé, il faut comprendre que c'est quand même une réaction qui est tout à fait normale sur le plan psychologique parce que quand il se produit quelque chose, le fait qu'on se sente stressé, ça a une fonction particulière. Ça a la fonction de nous aider à nous préparer à réagir à cette situation-là. Donc, s'il se produit quelque chose, donc il y a un ours qui me court après, bien, le fait que je sois stressée puis que j'ai l'énergie pour courir, pour me sauver, donc ça me prépare à agir pour me sauver. Donc, quand on est stressé, ça nous active puis ça nous donne la force de faire des choses qui vont nous aider à nous adapter à la situation. Alors, le stress est une réaction normale de l'organisme qui cherche à s'adapter à son environnement. Il y a des recherches aussi qui montrent que les gens, même dans des tâches cognitives, vont performer mieux s'ils sont moyennement stressés comparativement à s'ils ne sont pas stressés du tout ou à s'ils sont trop stressés. Donc, vraiment, ce qui pourrait être adaptatif, c'est le niveau moyen de stress. Ça dépend de la situation, évidemment. Et donc, ça, c'est normal. Puis, on le vit au quotidien. Puis, donc, ce que ça provoque dans notre organisme quand on est stressé, il y a la sécrétion d'hormones de stress, on va en parler tantôt. Et donc, ça c'est une modification physiologique qui nous prépare à faire quelque chose. Donc, et ça, on va se mettre dans une réaction d'alarme aussitôt qu'il se produit une situation à laquelle on doit réagir. Donc, c'est normal. Par contre, qu'est-ce qui l'est moins ou qu'est-ce qui pourrait être plus dommageable pour la santé physique et psychologique? Si on se retrouve dans une situation que l'on perçoit comme étant stressante, mais qui dure dans le temps. Alors, ce qui arrive, c'est si le stress perdure, on ne peut pas éliminer le stresseur, on est encore dans cette situation-là, encore et encore, pendant des jours, des semaines, voire des mois. On entre dans ce qu'on appelle la phase de résistance. Puis donc, j'aimais cette petite illustration ici pour montrer de quoi il s'agit. Donc, en phase d'alarme, il y a quelque chose qui arrive, on se prépare. La phase de résistance, c'est quand on travaille très fort pour s'adapter, puis ça, ça perdure dans le temps. Donc, on peut avoir l'impression qu'on entre dans une phase de résistance, par exemple, même durant une session universitaire. Donc, les premières semaines, ou même au secondaire ou au collège, où est-ce que bon, ça va bien au début, là, mais rendu au octobre, mois de novembre, où est-ce que les travaux s'accumulent, les examens un après l'autre, on peut avoir l'impression qu'on est dans cette phase-là, qu'on est toujours en train de s'adapter, on est stressé, on ne dort pas bien. Donc, ça aussi, donc c'est normal lorsque l'individu se trouve dans une situation à laquelle il doit s'adapter sur une longue période de temps. Encore là, bon, on peut se retrouver à différents degrés dans cette phase-là, mais par contre, si ça dure encore plus longtemps, ce qui nous guette et ce qui est plus dommageable, c'est l'épuisement. Donc, quand ça dure trop longtemps, donc là, on peut tout simplement tomber dans la phase d'épuisement où est-ce que là, finalement, on n'est plus capable de lutter contre la situation stressante, puis on finit un peu par s'écraser. Donc ça, c'est pas ça qui est souhaitable, évidemment. C'est pour ça que
Hein, il faut adresser la problématique du stress quand on vit cette situation-là. Mais donc, ici, les recherches mettent en évidence que, bon, le stress vécu sur une longue période peut affecter le fonctionnement du système immunitaire. Donc, on est plus fragile aux infections, aux virus, et on est aussi plus à risque de succomber à des problèmes cardiaques. Alors, il y a de réelles problématiques de santé qui peuvent survenir lorsqu'on est stressé de façon importante sur une longue période. Bon, ça fait un tour d'horizon un peu de ce qu'est le stress. Maintenant, on va parler, c'est quoi qui nous stresse tant que ça? Comme je l'ai mentionné, bon, il peut y avoir des stresseurs qui sont physiques, donc qui nous causent une tension, une contrainte à notre corps, des situations, des stimuli qui sont aversifs, donc quelque chose de très froid, quelque chose de douloureux, quelque chose de très chaud, ou encore quand on est menacé par un organisme quelconque qui nous court après. Donc ça ici, c'est des stresseurs qui sont physiques. Il y a aussi, puis ça nous occupe pas mal dans la vie de tous les jours. Donc, on peut aussi être confronté à ce qu'on appelle des stresseurs psychologiques, donc tout ce qu'on interprète comme étant négatif ou dangereux. Donc, le mot interpréter ici est vraiment important parce que donc c'est la façon dont on conçoit l'événement ou la situation qui la rend stressante. Et les psychologues ont développé des échelles de mesures pour mesurer les événements stressants. Alors, avec des recherches dans lesquelles on a questionné des milliers de participants, à savoir jusqu'à quel point certains événements pouvaient causer du stress, on est arrivé à une espèce d'échelle comme ça où est-ce qu'on a quantifié en termes de points le niveau de stress de certains événements. Évidemment, bon, c'est des chiffres qu'on a attribués à une perception, c'est basé sur des données, mais bon, ça peut être variable évidemment d'une personne à l'autre, mais grosso modo, donc ce qu'on voit, c'est qu'en haut de la liste, quand on a un score de 100, c'est donc un événement qui est très stressant. Donc, parmi les événements qui sont considérés comme étant très stressants dans la vie des personnes, on peut mentionner, bon, par exemple, la mort d'un conjoint, un divorce, séparation, fin d'une peine de prison, le décès d'un proche de la famille, un accident, maladie professionnelle, un mariage. Peut-être vous serez surpris de voir ce type d'événement-là dans l'échelle du stress. En fait, oui, donc puis si on descend jusqu'en bas de la liste, on va voir même en bas de la liste les vacances, les fêtes de Noël. Comment ça se fait que ça se retrouve dans cette échelle-là? En fait, ici, oui, puis même au milieu de la liste, il y a début et fin de scolarité. Bien que ce soit des événements positifs, ça peut occasionner un stress quand même parce que c'est des changements qui se produisent dans nos vies. Puis même si c'est ce qu'on a voulu, même si, je pense qu'on a la naissance d'une grossesse, donc même si c'est quelque chose qu'on désirait depuis longtemps, ça n'empêche pas que ça peut nous stresser quand même. L'idée avec cette échelle-là, c'est que à l'aide de questionnaires, on peut mesurer un peu jusqu'à quel point les personnes sont stressées. Et par exemple, donc si on identifie dans la liste plusieurs événements qu'on a vécus à l'intérieur d'une période de 6 mois, par exemple, ou à l'intérieur d'une période d'une année, on peut additionner les chiffres et ça va vous donner un score relatif de votre niveau de stress. Évidemment que si on cumule plusieurs événements stressants à l'intérieur de 6 mois, par exemple. Donc, on peut en arriver. Donc, il y a quelque chose de cumulatif là-dedans. Donc, puis dans le cas de la pandémie, donc ça peut être que j'ai perdu mon emploi, j'ai des difficultés familiales, je me divorce en même temps. Donc, quand on arrive à faire une liste comme ça d'événements qui provoquent des changements importants dans la vie d'une personne, alors on peut considérer qu'elle est vraiment
vraiment beaucoup stressé. Donc, puis c'est quelque chose qui est important à reconnaître parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, le stress chronique, le stress qui se vit de façon importante sur une longue période peut être dommageable pour la santé physique et psychologique. Alors, c'est une problématique que les psychologues vont aborder avec leurs patients. Alors, ici, donc, bon, je voulais juste vous donner un exemple d'échelle hein, qu'on utilise en psychologie pour mesurer votre niveau de stress. Donc, par exemple, avez-vous été dérangé par un événement inattendu? Est-ce qu'il vous a semblé difficile de contrôler certaines choses de votre vie? Est-ce que vous vous êtes senti nerveux ou stressé? Donc, on pose des questions. Hein? Donc, on n'a pas accès directement à vos émotions, à la façon de vous sentir. Donc, quand on s'intéresse à ce genre de problématiques-là, alors il faut poser des questions aux personnes. Et en même temps qu'on peut vivre le stress, un autre phénomène psychologique aussi qui peut accompagner ça, c'est les émotions. Donc ici, bon, une petite image humoristique pour vous montrer comment il y a une multitude d'émotions. Alors, donc, en même temps qu'on peut être stressé, hein, on peut être en colère aussi de ne pas avoir, par exemple, terminé son année scolaire comme on voulait, hein, si on avait un bal de finissant. Donc, ça peut être des éléments qu'on trouve très frustrants. Donc, en plus d'être stressé, on peut être frustré aussi, avec raison. On peut être triste aussi, se sentir découragé. On peut se sentir inquiet aussi parce que, donc, comme c'est une situation imprévisible, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas c'est quoi les plans pour le mois de septembre. Alors, donc, tout ça fait en sorte que non seulement on peut se sentir stressé dans le contexte actuel, mais on peut aussi vivre une panoplie d'émotions, hein, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Hein, donc, ça peut nous envahir, puis sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut être difficile. Et je vais juste vérifier le temps qui reste. OK, parfait. Et donc, bon, on vient de parler de c'est quoi le stress, comment on va le mesurer, comment les chercheurs s'y prennent pour mesurer l'impact de ces changements de vie-là sur votre quotidien. Maintenant, pouvez-vous reconnaître votre stress? Donc, comment on fait pour savoir si on est stressé? Comment on reconnaît ces signes de stress-là? Je vous ai parlé un peu de biologie au début de la session. En fait, donc, si on regarde sur le plan physiologique, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Alors, j'ai choisi cette image-là pour vous illustrer l'action de plusieurs organes dans notre corps. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est l'illustration des organes. En fait, la partie du système nerveux qu'on appelle sympathique qui va s'occuper, en fait, donc c'est pas juste les organes de ce côté-là, mais les fonctions, disons, de cette partie-là du système nerveux. Alors, quand on fait face à une situation qui nous stresse, alors notre système nerveux va réagir pour nous préparer à s'adapter à la situation. Et donc, bon, notre cœur, par exemple, va le rythme cardiaque va s'accélérer, on va arrêter de digérer, le foie va stimuler la libération de glucose hein, pour nous donner de l'énergie pour nos muscles, hein, pour fuir, par exemple, pour partir à courir, on a besoin d'énergie. Il va y avoir la sécrétion d'hormones de stress, comme l'adrénaline, la noradrénaline. Et donc, oui, donc ça, c'est des changements physiologiques qui vont se produire quand on est stressé. Puis ensuite de ça, ce qui est illustré à droite, c'est lorsque justement la situation stressante s'est atténuée, le système nerveux parasympathique, donc c'est une branche de notre système nerveux, va contribuer à rétablir un petit peu l'homéostasie, donc rétablir l'équilibre dans notre corps. Donc, notre rythme cardiaque va reprendre un rythme normal, on va recommencer à digérer, etc.
Alors, physiquement, il y a des changements importants. Puis, comment on fait pour les remarquer? Ben, donc, oui, physiologiquement parlant, on vient d'aborder ces changements-là, mais sur le plan physique, comment on peut vivre la manifestation de ces signes-là? Bien, ça peut être différentes formes, ça peut varier d'une personne à l'autre aussi. Ça peut se manifester par des difficultés à dormir, hein? Donc j'ai de la difficulté à m'endormir, ou encore je m'endors bien, mais je me réveille très tôt le matin, hein? Je me mets à penser à toutes sortes de choses. Je peux avoir l'impression que je manque d'énergie, que je me sens fatiguée. Je peux même ressentir des tensions dans la nuque, je peux avoir mal à la tête, même des problèmes gastro-intestinaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous ces symptômes-là, mais ça peut être des symptômes qui se manifestent. Sur le plan psychologique, il y a certains signes qui peuvent révéler qu'on se sent stressé dans certaines situations, comme par exemple, on s'inquiète beaucoup, on se sent triste, on interprète les choses de façon plus négative qu'à l'habitude, on se sent découragé, impuissant, on ne sait pas quoi faire, on peut se sentir triste, on a envie de pleurer, on est fâché aussi, on peut avoir de la difficulté à réfléchir, prendre des décisions, difficulté à se concentrer. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé hein, d'avoir, depuis le début de la pandémie, avoir de la difficulté à faire vos travaux parce que vous avez de la difficulté à vous concentrer. Alors ça, c'est des signes potentiels de stress. Alors, sur le plan comportemental aussi, on peut voir les signes de stress émerger, comme par exemple, on peut être plus agressif que d'habitude. Certaines personnes vont se replier sur elles-mêmes, rester dans leur chambre, pas parler à personne. Donc ça, c'est des stratégies de coping hein, que les gens ont pour essayer de se sentir mieux. On va voir tantôt qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est moins. Certains vont se tourner vers la nourriture. Alors, une bonne partie des gens vont manger plus lorsqu'ils sont stressés. Une plus petite quantité de personnes vont manger moins. Certains vont se tourner vers la consommation d'alcool, de drogue, de médicaments pour essayer de rétablir un certain niveau de plaisir. Juste un instant. OK. Voilà, c'est un roulage. OK, les enfants à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est peut-être la partie là, que vous attendiez le plus. Donc, il n'y a pas de solution miracle, puis il n'y a pas nécessairement non plus de solutions qui sont faciles à appliquer. Donc, ça demande un certain effort. Il y a certaines stratégies sur le long terme, d'autres plus sur le court terme. Évidemment, bon, en tant que psychologue, hein, nous, notre but, c'est de décortiquer un petit peu la situation, puis voir qu'est-ce qui nous stresse, par exemple, en particulier. Donc, d'analyser la situation, s'écouter, peut-être l'écrire aussi, c'est une bonne idée. D'essayer de voir, donc, c'est quoi les causes? Donc, qu'est-ce qui me stresse tant que ça? Hein? Et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, hein? Parce que les solutions ne vont pas nécessairement tomber du ciel comme ça. Pour se sentir mieux, souvent, il faut faire quelque chose. Il faut être proactif dans le rétablissement de son bien-être. Idéalement, hein, si on peut enlever le stresseur, bingo, c'est la solution, c'est facile. Donc, il y a quelque chose qui nous stresse, on enlève le stresseur, on se sent mieux. Évidemment que ce serait la solution miracle pour
dans n'importe quelle situation si on pouvait faire ça, mais malheureusement, souvent, c'est pas le cas. On peut pas nécessairement, on n'a pas nécessairement le contrôle sur les événements, on peut pas enrayer la pandémie par nous-mêmes. Oui, il y a des comportements qu'on peut faire pour limiter la propagation, pour s'occuper de notre bien-être, mais c'est pas un problème qu'on peut mettre de côté complètement par soi-même, sinon hein, on l'aurait fait depuis longtemps. Alors à ce moment-là, il faut chercher des stratégies qui sont plus orientées vers la gestion de nos émotions. Alors non, on ne peut pas changer ce qui se produit en ce moment dans le contexte, mais on peut faire quelque chose pour nous-mêmes, donc pour mieux gérer nos émotions. Et donc, ça aussi, évidemment, ça va demander un effort. Et donc, ça peut prendre différentes formes, comme chercher du support social, parler à vos proches. Donc, le fait d'exprimer comment on se sent, puis de se sentir validé aussi, qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis qui comprend, qui ne juge pas. Alors ça, en psychologie, c'est vraiment une stratégie qui est souvent efficace, donc de pouvoir justement identifier avec des mots comment on se sent, puis encore mieux d'aller chercher du soutien social. Alors, ce n'est pas un signe de faiblesse du tout d'aller chercher du support social. En fait, le support social, c'est un facteur très important dans notre santé en général. Donc, les gens qui ont du support social vont être moins malades en général, vont être moins stressés en général que les autres qui sont plus isolés. Hein, le support social agit un peu comme un tampon du stress. Alors, le fait d'être avec des gens qu'on aime, notre famille, nos amis, de pouvoir même parler. Donc, c'est difficile d'être avec toutes les personnes qu'on aime en ce moment à cause du confinement, mais donc le fait de pouvoir parler, donc de rechercher ce soutien-là. Donc, c'est une solution tout à fait saine à adopter qui peut nous aider grandement à vivre des émotions négatives ou tout le stress qu'on peut ressentir durant ces situations-là. Aussi, parfois, il faut travailler sur notre façon de penser parce que c'est souvent notre façon d'interpréter les événements, les situations qui fait en sorte qu'on est stressé. Alors, donc, de changer sur le plan cognitif certaines pensées, ça, je pourrais m'en parler plus longuement, là, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en psychologie, qu'un psychologue clinicien va faire aussi avec un patient, donc d'essayer d'un peu de changer la perspective. Quand on fait ça dans des études scientifiques en psychologie, quand on amène les gens à changer leur façon d'interpréter les événements, ça l'aide à diminuer l'intensité de certaines émotions, par exemple. Et donc ça, c'est sûr que c'est des situations sur lesquelles on doit travailler, c'est pas quelque chose d'instantané. Ici, quelques solutions rapides, mais encore une fois, c'est simple, mais c'est pas nécessairement facile à toujours bien appliquer. Donc, d'écouter son corps, donc d'utiliser l'énergie de mobilité. Alors, si on en a de l'énergie, d'essayer de la canaliser, de bouger, de faire du sport. Même chose si on pense qu'on manque d'énergie, d'aller bouger souvent à cause des endorphines que ça produit, ça va nous faire du bien. L'exercice physique est quelque chose qui fait du bien en général aux émotions, négatives et positives en même temps. Donc, de trouver quelque chose aussi pour se divertir. En psychologie positive aussi, il y a des recherches qui mettent en évidence que quand on fait du bien dans notre entourage, ça nous rapporte beaucoup. Alors, de faire quelque chose, d'aller donner de l'aide à quelqu'un qui en a besoin, hein, peut-être une personne âgée ou quelqu'un qui est malade dans notre entourage, hein, donc, de rendre service aux gens. Donc, c'est souvent des actions qui sont considérées par les personnes qui les font comme étant une très grande source de bien-être. Alors, plus on va aider les autres, donc ça, c'est quelque chose qui semble faire beaucoup de bien sur le plan psychologique. Parmi les solutions simples aussi, on pourrait penser à développer. Puis ça, c'est des choses simples, encore une fois, donc il faut
il faut le faire. Développer un horaire fixe de repas, de sommeil aussi. Donc, d'essayer de manger à des heures régulières, d'aller se coucher à la même heure. Donc, pour essayer d'aider notre corps à mieux se sentir. Donc, éviter les drogues, l'alcool, aussi la caféine si on a de la difficulté à dormir. Les recherches en psychologie ont aussi montré que la méditation, la relaxation, c'était quelque chose qui pouvait être très positif pour la gestion du stress. Et l'exposition aux médias, donc il faut faire attention aussi à les nouvelles. On ne dit pas de ne pas se tenir informé, évidemment, mais peut-être choisir dans la journée, si les bulletins de nouvelles, c'est quelque chose qui nous stresse, peut-être choisir un moment dans la journée où est-ce qu'on s'informe, puis ensuite de ça, on met ça de côté. Alors, aussi, donc, le fait d'être exposé constamment à des nouvelles qui peuvent nous rendre anxieux. Donc, si c'est ça qui se produit pour nous, alors de limiter peut-être un petit peu cette exposition-là. Alors, OK. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à vous présenter. J'aimerais, si vous avez des questions, vous donner l'occasion d'en poser. Alors, je ne sais pas, Alexis, comment on peut procéder pour ça? Oui, absolument. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça fait un bon refresh pour ceux et celles qui sont ici avec nous, qui ont pris votre cours de première année. Mais c'est absolument, c'est toujours intéressant, puis c'est toujours un bon rappel aussi de se garder en tête. Je sais que souvent, on a les priorités, les préoccupations des autres en tête. Alors, c'est un bon rappel de se garder en tête aussi votre présentation aujourd'hui. Alors, merci. Si les émotions, la psychologie, ça vous intéresse, on a un bon programme à la Laurentienne de psychologie. Alors, je vous encourage de vérifier les prérequis pour ce programme. Alors, on a une question de Eric. Est-ce que c'est vrai que le stress cause les cheveux blancs? Oh là là! J'ai pas d'études en tête qui me viennent comme ça, qui ont mis en évidence. Là, je sais que c'est une idée qui est véhiculée. Là, je m'excuse pour cette question-là. J'ai lu plusieurs chapitres puis recherches sur le stress. C'est pas quelque chose que j'ai rencontré comme information en ce moment. Donc, j'ai pas la réponse à cette question-là, malheureusement. Une autre question de Jessica. Quelle sorte d'emploi est-ce qu'on peut avoir après un bac en psycho? Oui, en fait, un baccalauréat en psycho, c'est un baccalauréat qui demeure en grande partie assez théorique. C'est un bac qui prépare à des études supérieures pour devenir, par exemple, un psychologue clinicien ou si on veut devenir un chercheur, professeur à l'université. Alors, si on veut obtenir un diplôme qui nous donne des compétences en psychologie clinique, par exemple, donc avoir la capacité de pouvoir faire des diagnostics, la thérapie, il faut poursuivre à la maîtrise au moins pour avoir ce titre-là protégé de psychologue auprès de l'ordre. Et donc, on peut devenir psychologue associé avec une maîtrise, mais si on veut le titre de psychologue sans être associé, alors il faut compléter ce qu'on appelle un doctorat. Donc, ça prend plusieurs années. Mais donc, il y a certains employeurs qui pourraient être intéressés, évidemment, par une personne qui ont un bac en psycho, parce que quand même, vous apprenez différentes choses, vous allez avoir des cours théoriques, vous allez développer une compréhension de l'approche scientifique, vous allez faire des statistiques. Alors, donc des emplois comme assistant de recherche, par exemple. Donc ça peut être autant à l'université qu'au gouvernement, par exemple, ou dans d'autres organismes lorsqu'on a besoin d'assistance. Donc, ça peut être des emplois qui sont intéressants. Mais je voulais juste préciser que si, par exemple, c'est la profession en tant que telle de psychologue qui vous intéresse, il faut continuer un petit peu plus longtemps, mais c'est des études tellement intéressantes, là, ça passe très vite. Parfait. Est-ce
qu'il y a autre questions? Sinon, moi, je vais en poser. Oui. Quelles sortes de conseils